Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Tenacy, risque ou conformité. Pourquoi choisir? Faut-il choisir? Nous tâcherons de répondre à ces questions. Est-ce que, avant que j'aille plus loin, vous pouvez me confirmer sur le chat, s'il vous plaît, que vous m'entendez bien? Allez, c'est tout bon, c'est parfait, 5 sur 5, fort et clair. Merci Régis. Bon, d'habitude, je laisse toujours 1 ou 2 minutes un peu aux retardataires pour nous rejoindre. On a eu un petit souci de connexion, donc on commence déjà à 11h02. Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par me présenter. Je suis Baptiste David, je suis responsable du marketing stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire chez Tenacy? C'est de pouvoir aligner le marché et la plateforme que l'on propose. Et c'est donc à ce titre que je prends la parole. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. J'ai la chance d'être accompagné par Valérie. Valérie, je te laisse te présenter. Je suis ravie de t'accompagner sur ce webinaire, Baptiste. Bonjour à tous. Moi, je suis en charge du product marketing chez Tenacy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement articuler la valeur de notre produit pour répondre le mieux possible à vos besoins et vous faire comprendre la valeur de Tenacy aujourd'hui pour les RSSI et les équipes cyber. Parfait. Donc, vous l'avez compris, 2 personnes proches du marché. C'est donc aujourd'hui pour ça qu'on vous propose un sujet autour des risques et de la conformité sur cette partie. Alors, juste un petit rappel pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas. Tenacy, nous, on est parti d'un constat, c'est que, enfin, notre conviction même, c'est que le pilotage cyber, ça peut faire ou défaire l'impact que vous avez, vous, RSSI et équipe cyber, dans votre organisation. Notre observation de votre quotidien, c'était qu'en fait, il y a énormément d'outils techniques aujourd'hui en cyber. Il n'y a pas d'outil de pilotage, donc par pilotage, on entend la définition, le suivi de l'atteinte des objectifs. Et donc, ça a des vrais impacts puisque en fait, à la fois opérationnel, vous faites parfois des tâches sans valeur ajoutée, et aussi stratégique puisque la posture de cybersécurité aujourd'hui, elle peut être opaque, comme on a peu d'outils pour faire le pilotage aujourd'hui. Et c'est pour ça, face à ce constat que Tenacy a été créé en 2019, aujourd'hui, on démontre une belle croissance et notre mission, c'est de pérenniser les organisations grâce à un usage plus efficace des ressources cyber. Vous avez peut-être vu passer en début d'année la concrétisation un peu aussi de cette belle croissance, qui est qu'on a eu une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros qui va nous aider à avoir plus de d'impact sur le marché européen, et on a vraiment pour ambition de devenir un leader européen dans les années à venir, et bien sûr continuer à investir pour simplifier et automatiser le pilotage cyber dans vos équipes. Parfait, merci pour cette présentation, Valérie. Alors, pour continuer, pourquoi aujourd'hui Tenacy, avec cette forte proposition de valeur, on prend la parole sur ce sujet, risque et conformité, pourquoi choisir? Finalement, quand on regarde la théorie du pilotage de la cybersécurité, il y a des gens qui disent qu'ils font de la sécurité avec une approche risque, d'autres qui disent qu'ils font une approche par la conformité, avec des enjeux de conformité qui sont de plus en plus importants. On y reviendra. Et nous, ce qu'on a constaté tout simplement en faisant un sondage auprès de nos clients, une étude, il y a 50% de nos clients qui déclarent que la conformité impacte leur capacité de se sécuriser. Donc eux, pour au moins la moitié de nos clients, ces 2 termes s'opposent. Aujourd'hui, on voit des grands sujets avec les RSSI qui ne veulent plus être attachés au sein des DSI, et c'est un discours qui peut s'entendre. Mais du coup, où positionner le RSSI aujourd'hui en 2024? Faut-il le positionner dans une organisation conformité quand elle existe, dans une direction conformité, dans une direction risque? Ça dépendra vraiment de votre organisation. Vous l'avez compris avec Valérie, on est au contact de ce marché, de ces RSSI. Il n'est pas rare que l'on croise des interlocuteurs qui se décrivent eux-mêmes en tant que professionnels de la cyber, ou qui décrivent leur organisation comme étant orientée risque, orientée conformité. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une démarche? On y reviendra. Dans quel cas est-il préférable d'avoir
une démarche risque ou une démarche conformité. Ce sont ces éléments qu'on veut aborder aujourd'hui. Et puis finalement, pourquoi prendre la parole? Nous, on a aujourd'hui ce parti pris de dire que ben, finalement, pourquoi ne pas aborder une approche hybride? C'est ce qu'on va chercher à vous présenter aujourd'hui, démontrer que ces deux visions ne sont pas éloignées et qu'il est possible aujourd'hui de concilier les deux. Donc, avant d'aller plus loin, on va vous proposer un petit sondage. Finalement, vous, membres de l'audience, quel type d'approche votre organisation applique-t-elle? Est-ce que vous vous considérez comme étant, un professionnel avec une vision risque, avec une vision conformité? Est-ce que vous avez déjà cette approche hybride? Et puis je me suis permis de glisser la proposition, une approche instinctive au feeling et qui est aussi, tout à fait, entendable, parfois. Donc, je vous laisse répondre à ce petit sondage pour, aussi, laisser, le temps un peu peut-être aux retardataires d'arriver. Pour vous donner, je ne sais pas si vous avez le résultat en direct, mais vous êtes déjà plus de la moitié à avoir déjà une approche hybride. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle, le fait qu'il est possible de pouvoir concilier les 2. Mais j'espère qu'on ajoutera quand même des éléments au sujet du jour. Oui, les écarts se creusent même, beaucoup d'hybrides, conformité et finalement risque, arrive, en dernière position. Alors on va commencer par poser les bases. Qu'est-ce que c'est, selon nous, que d'avoir démarche dite une démarche de conformité? Tout simplement, c'est faire ce qui est écrit dans un, document, une politique, un framework, un référentiel, et c'est écrire ce que l'on fait. Le propre de la conformité, c'est qu'elle peut, être également, être démontrée. Alors, on va faire la distinction dans la conformité, mais nous, on regroupe tout ça dans la notion de conformité, entre des bonnes pratiques. On veut pouvoir se rendre conforme à des bonnes pratiques, telles que pourrait être le guide d'hygiène de l'ANSSI ou le NIST CSF, par exemple. Il y a des réglementations qui sont, j'allais dire, le texte que vous ne pouvez pas éviter et aujourd'hui, on constate forcément une hausse de cette réglementation, que ce soit NIS 2, que ce soit DORA, RGPD, cyber, pas cyber, le débat fait rage et on ne pourra pas y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, il y a de plus en plus de réglementations et puis, il y a la conformité qui doit mener à de la certification, au fait d'avoir cette, attestation de conformité et qui ici sera, surtout, très intéressante avec une vision, business. La certification doit vous permettre de rassurer vos fournisseurs, ou vos clients. Donc finalement, appliquer une démarche conformité, ça consiste à prendre un document que l'on peut d'ailleurs nous-mêmes écrire, hein, on peut nous-mêmes rédiger sa cible de conformité. C'est le principe d'ailleurs de la déclaration d'applicabilité dans ISO 27001. C'est donc identifier qu'est-ce que l'on veut faire, hein, c'est l'évaluer, faire cette analyse d'écart par rapport à ce qui est écrit, où est-ce que l'on en est, c'est faire ce qui nous manque finalement, la fameuse, mise, en conformité. La difficulté va être également de maintenir dans le temps parce que c'est pas parce que la sécurité est faite et qu'à un moment donné, vous étiez conforme par rapport à ce qui était écrit que vos organisations, vos systèmes d'information sont tels que si vous le reprenez 6 mois après, potentiellement, il y a une déviance, un écart qui s'est créé et donc c'est là où on va pouvoir, et on va devoir corriger. Donc finalement, ces termes que je présente ici dans le comment, bah oui, c'est ni plus ni moins qu'un PDCA. Il existe une difficulté, c'est identifier. Aujourd'hui, on se rend compte que pour les organisations, il est difficile de savoir quelles sont les règles et documents qu'ils doivent suivre. Dans une cadre d'une conformité basique, et on y reviendra, mais vous pouvez choisir des bonnes pratiques. C'est vous, RSSI, directeur cyber, chargé de projet, parfois si l'organisation n'est pas très mature, de définir quelles sont les règles que vous allez vous affecter. Mais dans le, nuage des conformités, j'en ai cité, NIS 2, DORA pour les nouvelles. Grande question, est-ce que vous êtes conforme à NIS 2? Alors, l'ANSSI vous guide là-dessus avec le portail, mais il est parfois difficile tout simplement cette première étape de l'identifier. Bon, globalement, cette démarche conformité, à qui elle va s'appliquer? Alors moi, j'ai regardé le baromètre du Césin. Aujourd'hui, il y a 72 des organisations qui ont des réglementations qui s'imposent à elles et c'est un peu le sens de NIS 2, hein, NIS 1 était, 1 000, organisations ciblées. En France, NIS 2, on nous parle entre 10 000 15 000. Est-ce qu'il doit y avoir un NIS 3 à 170 000 organisations? Il est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, oui, cette conformité concerne de plus en plus de monde quand on parle ici de réglementation.
Et puis si on n'est pas intégré dans le cadre de ces réglementations qui s'opposent à nous, bah, finalement, la conformité, elle doit aussi, s'appliquer quand vous voulez, tout simplement dire: «Bah, risque, conformité, c'est peut-être un peu flou, mais moi je vais partir de bonnes pratiques, je vais partir de guides existants, de frameworks et je veux, pouvoir, vérifier que je fais bien, ce qu'on peut appeler parfois l'état de l'art et ça correspond bien ici, aux bonnes pratiques». Et enfin, dernier cas dans lequel la démarche de conformité peut s'appliquer à vous, c'est quand vous allez être sur un marché sur lequel c'est ce que j'appelle des certifications qui sont orientées business, sur lequel vous voulez rassurer. Le meilleur exemple pour ça en France, c'est ISO 27001. On le sait, ça rassure aujourd'hui vos clients et nous, on le voit en tant qu'éditeur, on a besoin de rassurer nos clients sur notre capacité à traiter la sécurité. C'est tout l'avantage de la certification. Et en fonction du marché sur lequel vous allez être amené à intervenir, on pourra vous parler peut-être de Secnum Cloud, par exemple, ou de SOC 2 type 2, de TISAX si vous intervenez sur le marché de l'automobile, par exemple. Donc, on voit que cette démarche de conformité, elle est peut-être assez simple parce qu'elle correspond à un basique et qu'elle peut s'appliquer à plusieurs personnes. Maintenant, si on en fait l'analyse, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière cette démarche de conformité? Il y a énormément de matière. Peut-être trop, c'est peut-être un point fort, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de la matière qui est. Moi, je tiens à cette notion de cohérente et de cohérence, de pertinente. Si vous regardez Nice 2, alors il y a des projets qui ont fuité, il y a eu pas mal de documents de consultation, mais c'est dans le sens du marché, c'est dans le sens de la mesure de sécurité. L'ANSSI a fait un gros travail ici pour avoir des mesures dites pragmatiques. On ne va pas vous demander la lune. Donc cette réglementation qui va s'imposer à vous, elle est cohérente. Et si vous n'avez pas mené une analyse de risque complète, bah, dire bah, déjà je vais appliquer les règles qui s'appliquent à moi, bah, ça ne devrait pas être complètement à l'opposé d'une démarche de sécurité pure. Et puis pour les bonnes pratiques, voilà, j'en ai déjà cité deux, mais le guide d'hygiène de l'ANSSI, le NIST CSF sont de très bonnes bases pour pouvoir structurer et organiser votre cybersécurité. Le deuxième avantage de cette mesure, de cette démarche conformité, c'est la notion de mesure du progrès. On parle de démarche, d'une approche. Qu'est-ce que c'est? Bah, ce cycle qui est d'identifier, évaluer, faire, maintenir, corriger, idéalement, c'est bien de pouvoir le faire régulièrement. Ça vous permettra de savoir quels sont les progrès que vous avez faits avec une communication positive, de pouvoir le présenter. On reviendra sur cette communication, la conformité n'aide pas forcément toujours ces sujets. Mais finalement, vous pouvez vous réévaluer régulièrement parce que à partir du moment où le texte que vous utilisez, c'est le même. Se posera la question de quelle mesure à utiliser. C'est vrai que chez Tenaci, on a une vision assez forte de cette mesure de la conformité, mais on y reviendra. Autre élément important, dans le cas de la conformité, vous allez pouvoir décliner cette démarche. La démarche qui est j'ai un texte et je vais m'assurer que je fais ce qui est écrit dans ce texte. Que ce soit dans une démarche de sécurité dans les projets, que ce soit dans une démarche de gestion des tiers, bah, ce document-là doit être opposable à l'ensemble de l'environnement, des éléments qui vont composer votre élément de cybersécurité. Un élément qui n'est pas des moindres, finalement, on veut opposer conformité et risque, mais vous avez un risque qui est non-conformité, avec des impacts qui peuvent être de la sanction publique avec un risque d'image, de la sanction financière, on nous parle de sanctions et de la responsabilité des dirigeants, mais finalement, appliquer les réglementations et les conformités qui s'opposent à vous, c'est traiter et limiter ce risque-là. Donc vous me voyez peut-être un peu venir, mais de toute façon, aujourd'hui, la démarche conformité, pour au moins normalement 72 d'entre vous, elle est indispensable. Dans le combat qui va nous opposer avec Valérie sur cette notion de conformité au risque, je marque un point, je pense. Vous ne pouvez pas vous en passer. Valérie aura aussi d'autres arguments pour ce sujet. Et enfin, le dernier point fort de cette démarche conformité, c'est qu'elle peut vous aider pour accompagner votre business. Si vous faites ISO 27001, si vous faites lancer dans un programme de certification qui peut être assez lourd, parce que j'ai beaucoup parlé de faire ce qui est écrit, mais encore faut-il écrire ce qui est fait. On sait que ça peut être lourd de contrôler, etc. Vous allez pouvoir le faire parce que c'est votre division métier qui vont vous le demander. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir partager les responsabilités autour de cette démarche conformité. Bon, Valérie, avant de te donner la main sur la partie risque, je vais quand même être sympa. Je vais moi-même mettre en avant les points faibles de ma démarche par la conformité. La factualisation de la mesure, c'est finalement peut-être assez difficile.
J'ai évoqué le fait que pour la conformité, il était facile de se réévaluer. Bah, maintenant, la factualisation. Vous prenez une règle d'ISO ou du NIST, vous vous déclarez conforme à 80%, à 100%, vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire, vous vous le redemandez ne serait-ce qu'une semaine après, bah, il peut y avoir un biais, il peut y avoir un message que l'on veut faire passer au travers une évaluation. Donc, il y a ce premier élément de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui factuellement d'être conforme, là où on parle de conformité des organisations et on n'est pas difficilement sur du binaire entre 0 et 1 et quelque chose d'assez difficile. Le lien avec les autres départements ici, c'est dans le fait que cette démarche conformité, finalement, l'objectif, ça reste de sécuriser, de traiter les risques de l'organisation. Elle peut être difficile à porter quand on veut aller collaborer avec les autres entités. Quand vous voulez aller collaborer avec un chef de projet et lui dire vous allez devoir faire ça parce que c'est écrit dans tel texte, que ce texte soit une obligation ou une bonne pratique, ben, il s'oppose quand même la légitimité de la mesure que vous allez lui apporter, qui peut du coup être difficile dans les discours que vous aurez. Qui dit conformité dit audit et gérer un audit aujourd'hui, à ne pas sous-estimer. Que ce soit, l'avant audit et le fait de s'assurer qu'on est prêt, le pendant où en plus on va aller, chercher, des gens qui sont, de la cyber, de la conformité, mais parfois d'autres personnes. Comment gérer l'après audit, la communication que l'on a quand on connaît ce résultat de l'audit. C'est des éléments qui peuvent être un peu lourds dans, dans votre organisation. Avant-dernier élément, avant que je te passe la main, Valérie. Alors, je l'ai noté ici en point faible, la surimportance du sponsoring. Si j'avais été taquin, j'aurais pu le mettre de l'autre colonne, mais j'ai quand même voulu équilibrer les débats. Le sponsoring dans une démarche de conformité, à la fois, il est obligé, mais c'est parfois un élément qui est pratiquement nécessaire aussi. Tout ça pour dire que quand on fait une démarche de conformité, avoir cet appui de la direction un sponsor, finalement, c'est obligé. Il est très difficile de dérouler une démarche de conformité, de certification sans qu'il y ait cet appui. Tout simplement, il ne faut pas que ce soit le RSSI qui dise on va faire ce qui est dans le texte parce que je l'ai décidé. Sinon, bah non, se pose la question encore une fois de la légitimité de la mesure. Par contre, si vous dites on va faire ce qui est dans le texte parce que la direction, telle direction métier, la direction générale l'a décidé, bah finalement, ça peut être aussi un gros point fort pour appuyer votre démarche de conformité. Et enfin, le dernier point qui du coup va ouvrir le flou peut-être, quand on parle de conformité, est-ce que l'on veut parler de conformité technique, quand on parle de certification de produits par exemple, comme on pourrait l'avoir sur des produits physiques ou des versions logicielles, ou quand on parle de conformité organisationnelle avec ben voilà, une organisation, un SMSI qui serait conforme à ISO 27001, bah, c'est parfois un peu lourd entre, de la conformité au sens management de la cyber, de la conformité en disant: «J'atteste du niveau de sécurité de cette organisation». Parfois, c'est un peu lourd et ça peut un peu, complexifier les débats. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui, durant ma présentation, ont commencé à interagir sur le chat et j'ai pas vu les messages passer, donc n'hésitez pas, si vous voulez, rajouter, de l'eau, finalement à ces débats, contrecarrer, compléter. Bien sûr, le chat est ouvert, n'hésitez pas à en profiter. Valérie, du coup, je te laisse la main sur cette, partie risque. Allez, Raconte-nous. on continue le match et on continue le match avec, la démarche risque. Bah, tu le disais, la démarche conformité, c'est 72 aujourd'hui des organisations qui font de la conformité majoritairement parce qu'ils y sont obligés. Appliquer une démarche risque, en contraste, c'est faire de la cyber car on n'a pas envie d'avoir mal. Donc conformité, on est plutôt obligé et risque, on n'a pas envie d'avoir mal, on a des scénarios, on va essayer de les contrer. On a cette définition ISO qui définit le risque comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs. Alors au début, ça m'a paru assez obscur, mais en fait, c'est simplement de dire que c'est un risque uniquement si cela va mettre en danger vos objectifs ou vos enjeux business. Quand on parle de risque, évidemment, on pense tout de suite à l'analyse de risque, mais il faut pas que ça s'arrête là. En fait, l'approche risque, c'est non seulement l'identification, mais aussi il faut que vous alliez jusqu'à la mitigation des risques, sinon il n'y a aucun impact sur la cybersécurité actuelle de votre organisation.
Donc en fait, on va identifier les risques et derrière, on va choisir des mesures qu'on va appliquer en fait pour réduire la vraisemblance ou la gravité, si on parle le EBIO-CRM, de tel incident de sécurité. Et si on parle, nous, on parle plutôt de probabilité et impact, vraisemblance. Gravité, c'est plutôt le parler EBIO-CRM. Et voilà, là, on peut voir déjà qu'il y a pas mal de vocabulaire. C'est une activité qui est considérée comme plutôt expert, donc beaucoup de vocabulaire. Là, je viens de citer plus de termes. On a aussi tout ce qui est actif support, vulnérabilité, menace, agent de menace. Voilà, donc c'est quand même une activité qui est plutôt perçue comme assez avancée sur le marché aujourd'hui. Mais peu importe la méthodologie qu'on choisit d'appliquer, que vous choisissez d'appliquer, globalement, ça se concrétise de la manière suivante, donc qu'on a résumé sous identifier, analyser, évaluer et traiter. Donc généralement, quand on fait une démarche risque, la première étape, c'est d'identifier, donc c'est de trouver l'histoire en fait. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc là, le scénario, mettons, ce serait un incendie va venir affecter la sécurité de mes data centers. Derrière, il faut analyser cette histoire. Qu'est-ce qui pourrait arriver si ce scénario se concrétise? Eh ben, s'il y a un incendie sur mon data center, ça va affecter la disponibilité des données des prochaines commandes que j'ai. La troisième étape, généralement, c'est d'évaluer. Donc là, on parle d'évaluer la probabilité et l'impact de cet incident de sécurité. Pour la probabilité, généralement, vous allez regarder tout ce qui est motivation de l'agent de menace, quels sont ses moyens, quel est votre niveau d'exposition. Et au niveau de l'impact, on essaye d'évaluer le niveau de gravité de conséquences sur à la fois votre organisation, mais aussi pour des tiers. Donc, par exemple, un incident de sécurité, ça peut faire fuiter des données clients. Et donc là, l'impact n'est pas que pour vous, mais il est pour des tiers. Et donc, ça peut résulter sur, voilà, souvent on essaye de prendre en compte dans tout ce qui est démarche risque, les impacts réputationnels, les impacts liés à l'image également. Et enfin, mais pas des moindres, le traitement. Quelles sont les contre-mesures qui peuvent être préventives, donc plutôt jouer sur la probabilité, qui peuvent être correctives, donc plutôt jouer sur réduire l'impact de cet incident de sécurité. Donc, quelles contre-mesures est-ce qu'on doit mettre en place pour mitiger ces risques? Et surtout, nous, ce qu'on prône beaucoup chez Tenaci, c'est qu'une fois qu'on a mis en place les contre-mesures, comment est-ce qu'on va mesurer leur performance? Et donc, c'est vraiment tout cet ensemble qu'on appelle, qu'on considère, nous, aujourd'hui, chez Tenaci, comme la démarche risque. Donc ça peut s'appliquer dans les projets. Donc on le voit souvent, des analyses de risque faites dans le cadre de projets informatiques, mais c'est aussi fait de manière beaucoup plus large dans les organisations au global. Et d'ailleurs, c'est vrai que aujourd'hui, là, nous, on parle plutôt de risques cyber, mais il y a aussi des risques légaux, des risques financiers, des risques environnementaux. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, équipe cybersécurité, on prend part à une partie de cette analyse de risque, mais on ne peut pas tout porter, on ne peut pas porter entièrement la démarche risque de l'ensemble de l'organisation. Au niveau des avantages de cette démarche risque, alors il y a beaucoup de choses qui vont faire un peu écho aux inconvénients en fait que tu citais, Baptiste, sur la partie conformité, hein, c'est le jeu. Alors un gros avantage déjà, je pense que pour ceux d'entre vous qui avaient une démarche risque, c'est que c'est une démarche transverse, c'est une démarche collaborative et en fait vous êtes obligés d'aller voir les métiers et de commencer à parler leur langue pour pouvoir faire de l'analyse de risque et de la démarche risque. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui permet de faire sortir la cyber de son placard.
et de communiquer avec des non-experts de la cyber, puisque en fait vous repartez de leur scénario, de leurs risques, pour leur faire comprendre qu'est-ce qui pourrait mal se passer et en fait leur faire aussi partager la responsabilité des risques et du traitement de ces risques. Donc on voit que c'est quelque chose de très vertueux dans ce sens-là, que ça permet d'évangéliser un peu autour de la cyber au sein de votre organisation en parlant risque, qui est quelque chose qui va beaucoup plus, qui va avoir beaucoup plus d'écho en fait, puisque c'est ancré dans la réalité des métiers et que vous repartez de leurs problématiques à eux. La conséquence aussi de ça, ce qui en découle, un autre gros point fort, c'est que du coup, comme on repart de cette réalité des métiers, tout ce que vous allez mettre en place dans la cybersécurité, toutes les contre-mesures que vous allez mettre en place suite à une démarche risque, et ben en fait, ça va être très personnalisé, très adapté à votre contexte. Donc vous, votre organisation, c'est quasiment impossible que vous ayez la même analyse de risque qu'une autre organisation. Ça va toujours être vraiment très précis pour vous, pour votre contexte, pour votre activité. Avec la prise en compte de votre écosystème métier, de votre écosystème technique, et donc ça permet une certaine flexibilité en s'adaptant éventuellement aux changements de votre écosystème, aux changements techniques que vous avez dans votre organisation, à vos besoins spécifiques. Et ça permet, comme on l'a vu, puisque en fait on parle en termes de scénario, donc en termes de choses qui sont pas encore réalisées, ça permet une vraie proactivité, d'anticiper des menaces potentielles avant qu'elles se concrétisent en incident. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait l'attrait en fait de cette démarche risque pour beaucoup d'entreprises et d'organisations aujourd'hui. Enfin, sur les avantages, et ça pareil, ça fait encore écho à ce que tu nous disais, Baptiste, mais dans les inconvénients de la conformité, la démarche risque, ça vous permet d'allouer des ressources cyber de manière ciblée et de vraiment justifier vos investissements cyber, puisque on voit très précisément, grâce au scénario, ce que les contre-mesures nous permettent d'éviter dans le contexte précis de votre organisation. Et donc, du coup, c'est forcément beaucoup plus facile de démontrer la valeur, de démontrer le ROI de vos investissements cyber et de dire, pourquoi est-ce que je fais cette contre-mesure? C'est pour éviter l'impact de tel ou tel incident de sécurité, là où le discours est forcément un petit peu moins fort niveau conformité. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je suis obligée, c'est forcément moins attractif. Maintenant, au niveau des inconvénients, puisque évidemment la démarche risque, elle a aussi ses travers, qui reflètent, encore une fois, on voit que les avantages et les inconvénients sont assez croisés finalement entre conformité et risque. Et donc le premier qu'on a choisi de mettre en avant ici sur la démarche risque, c'est que autant elle permet de très bien communiquer en interne auprès de vos différents départements, autant en externe, ça va peu vous apporter, puisque vous pouvez difficilement opposer ça comme étant, vous pouvez difficilement opposer ça comme étant un niveau de cybersécurité à vos clients, à vos fournisseurs, à vos tiers. Donc ça a assez peu d'impact au niveau business extérieur, au niveau communication externe. Ça va pas vous apporter, là où la conformité, comme l'a dit Baptiste, on peut très bien dire je suis conforme ISO 27001. Ça va vouloir dire quelque chose pour tout le monde. Ça va avoir un sens partagé dans le marché. La démarche risque, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec. Un vrai point de douleur de la démarche risque et sur lequel nous on a pas mal travaillé chez Tenaci, c'est que c'est une démarche qui reste aujourd'hui lourde. Donc on a des méthodologies qui existent, qui nous guident, mais c'est quand même quelque chose qui est assez demandeur en termes de temps, en termes d'investissement aussi des métiers, puisque forcément ils vont devoir s'impliquer dans la chose. Vous pouvez pas porter cette démarche de risque vous tout seul dans l'organisation. Il y a parfois des multiples ateliers, donc c'est quelque chose qui est assez au long cours, qui est assez chronophage.
parfois sur lequel on a même peur de se lancer parce que, comme on le disait, c'est une activité quand même plutôt expert aujourd'hui. Et donc du coup, on va passer beaucoup de temps sur l'analyse, mais en fait, si on passe beaucoup de temps sur l'analyse, c'est peut-être du temps en moins pour le traitement. Et c'est là un peu que le bas blesse, puisque s'il n'y a pas de traitement, on n'est pas allé au bout et on n'a pas vraiment eu d'impact sur notre niveau de cybersécurité. Donc cette démarche et cette analyse qui reste assez lourde aujourd'hui, on le voit comme un vrai inconvénient de cette démarche. Le troisième point qu'on voulait souligner aujourd'hui, c'est le fait qu'avec la démarche risque, c'est difficile de faire des comparaisons à la fois entre vos entités, là où par exemple la conformité permet très facilement de comparer des scores entre différentes entités de votre organisation, mais on peut beaucoup moins le faire au niveau en fait c'est impossible au niveau des risques, puisqu'on va pas forcément avoir les mêmes risques sur différentes entités. Donc les comparaisons se font mal en fait sur la démarche risque, ce qui est quand même un point dans le camp de la conformité, on va dire. Les comparaisons, oui, tu voulais ajouter un point, Baptiste? Ah non, j'ai marqué un point, moi je m'en satisfais. Et aussi difficile de faire des comparaisons dans le temps. Comment est-ce qu'en fait on reproduit, comment est-ce qu'on fait vivre cette analyse de risque chez nous, puisqu'en fait l'analyse de risque c'est une photographie dans le temps des risques que vous avez identifiés, et du coup derrière on vient mettre des mesures de traitement, mais comment est-ce que on fait évoluer cette analyse sans nécessairement devoir la refaire, ou à quelle temporalité est-ce que on la refait? Donc en fait l'évolution dans le temps du risque, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, et ça c'est un vrai point de douleur quand même aujourd'hui dans cette approche-là. Enfin, et pour un peu conclure, là où les scores de conformité sont possibles ont vraiment un sens sur le marché, les efforts de quantification des risques sont lourds et ne mènent pas forcément à des vraies actions d'amélioration de votre cybersécurité. Et en fait, donc ça c'est un chiffre Gartner. Dans 7 cas sur 10, les RSSI disent que les démarches de quantification, donc d'ajouter une probabilité et un impact sur un risque, ça ne mène pas à de vraies actions. Et donc c'est vrai que pour une démarche qui est lourde, on s'attend à des vrais impacts, et donc on a un peu cet obstacle de la quantification, voire même ces biais de la quantification, puisqu'en fonction de la personne qui fait l'analyse de risque, parfois on va simplement calquer aussi ses croyances sur les probabilités, sur les impacts, sans forcément avoir de véritables données sur ces éléments. C'est pour ça que aujourd'hui on pense, et je pense qu'on l'a assez bien démontré déjà, que et puis vous le faites aussi, hein, visiblement d'après le sondage, vous êtes déjà nombreux à avoir cette approche hybride, et donc on vous en félicite. La conformité et les risques ne doivent plus être vus comme vraiment des approches opposées, mais pour avoir les meilleurs résultats, on est vraiment convaincu qu'il faut avoir cette approche hybride qui va nous permettre de cumuler les bénéfices des deux, puisqu'on l'a vu, en fait, les avantages de la conformité sont les inconvénients des risques, et inversement. Donc on a des avantages croisés, des inconvénients croisés. La conformité, on est obligé, c'est un socle, il faut passer par là. Et les risques, ça permet d'être plus précis, d'aller plus loin, et de trouver des angles morts, en fait, d'identifier les angles morts qui vont nous permettre de pousser le niveau de cybersécurité de notre organisation. Donc c'est pour ça que vraiment pour nous, une vision unique ne suffit plus aujourd'hui. L'hybride devient vraiment indispensable, et il n'y a plus vraiment de sens à les opposer frontalement, puisque déjà comme on l'a vu, de plus en plus de conformité demandent à ceux qui en sont les sujets, d'avoir un système de gestion des risques en place, donc que ce soit dans DORA, dans NIS2,
dans le RGPD, dans ISO 27001, énormément de conformité demandent cette démarche risque. Et puis, la conformité ne fait pas tout. Donc, au lieu, on peut ajouter cette couche risque qui permet d'aller plus loin et de réfléchir à ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans notre cybersécurité aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quand même un avis qui est assez partagé, même si c'est pas, on le dit pas forcément aussi clairement que ça tous les jours, mais c'est un avis qui peut être présenté par exemple par cette pyramide du management du risque numérique qu'on retrouve dans le guide d'hygiène de l'ANSSI que vous connaissez certainement, où on voit que vraiment le socle, c'est l'approche par la conformité qui permet déjà de couvrir un certain nombre de risques, ne serait-ce que le risque légal, mais sans doute d'autres. Et ensuite, on ajoute cette couche d'approche par les risques pour vraiment combler les angles morts. Et en fait, la combinaison des deux permet aussi d'éviter d'enfoncer des portes ouvertes, puisqu'en fait, si on fait que de la démarche risque sans avoir de conformité, bah, il y a beaucoup de choses qu'on va identifier qui en fait étaient simplement des bonnes pratiques qui nous sont demandées. Donc, à quoi bon faire de l'analyse de risque, démarche assez lourde pour retomber sur des choses assez basiques qui nous sont demandées dans différents textes et différentes conformités. Et l'approche risque doit venir permettre de personnaliser au maximum votre cybersécurité pour vos scénarios, pour votre contexte technique, organisationnel. Je Ouais, rebondis, je me permets, Valérie, bien il y sûr. avait, Maxime dans le chat qui avait cette question-là, dans ce sens, la question de la temporalité. Je crois que c'est exactement ça. Commencer par, prendre cette pyramide dans l'autre sens, commencer par une analyse de risque pour arriver à la fin à, bah, il faut patcher, avoir un EDR et arrêter d'être administrateur. Ce serait un peu dommage. Donc effectivement, je crois que ça va bien dans ce sens-là. Tout à fait. Et Baptiste, du coup, je te laisse la main peut-être pour nous expliquer plus concrètement aujourd'hui comment est-ce qu'on peut, on a tellement opposé les deux que comment est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui une démarche hybride dans le management de sa cyber? Allez, à moi de jouer. Finalement, moi, je vais essayer de le résumer, tout ça, avec j'aurais pu le représenter, un entonnoir. On va prendre des exigences, on va prendre alors, on peut appeler ça des exigences, des mesures, ce que l'on veut, les insights de ces éléments de conformité. On va prendre le résultat de notre analyse de risque et on va considérer que c'est, ces objectifs de sécurité. Alors, j'ai vu la question du lien entre finalement, est-ce que l'analyse de risque, elle n'est pas obligatoire dans le sens de de la conformité, oui, c'est exactement ça. Et si on prend la théorie du RSSI, comment on construit sa PSSI pour la déployer, c'est une analyse de risque. Donc c'est exactement ça. C'est le fait de prendre l'ensemble de ces éléments et en fonction de la temporalité, on viendra plus accentuer sur les exigences ou plus sur les risques, définir les objectifs de sécurité de son organisation, les décliner en mesures de sécurité qui seront des éléments un peu plus opérationnels finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel endroit il faut pouvoir le faire? Déployer et maintenir, et c'est là où on en revient à protéger l'organisation. Je l'ai protégé parce que j'ai fait ce que j'avais identifié à partir de ces différentes sources d'insights de quelles sont les mesures de sécurité que je dois déployer. Et puis, comment entretenir et faire vivre son système de management dit hybride? Bah, piloter et reporter. Alors oui, j'aurais pu faire une flèche de retour arrière parce que finalement, c'est aussi, on va pouvoir apporter ça de l'amélioration continue. Et finalement, le bénéfice de ce système de management hybride tel qu'on la vision qu'on la porte aujourd'hui avec Tenaci, c'est répondre aux objectifs de l'organisation. Ça, c'est le premier élément. C'est aujourd'hui, on va répondre à ce dont l'organisation a besoin. On va maintenir dans le temps avec des mesures qui sont adéquates, appropriées et qui sont personnalisées. Avant d'aller plus loin, j'essaie de prendre les différentes questions parce qu'elles peuvent être associées
ces sujets, il reste une différence entre la conformité aux bonnes pratiques type guide d'hygiène informatique NIST, où la notion de pourquoi on le fait reste abstraite, et la conformité à un référentiel complet type instruction interministérielle 901 ou l'ISO 27001. Je suis complètement d'accord, Régis, c'est pas la première fois que nous serons d'accord, fort heureusement. J'ai vu que Philippe aussi évoquait ce sujet. C'est vrai que derrière la notion de conformité, nous, on va englober ces deux sujets. Et Maxime nous dit, l'analyse de risque, c'est comme le pentest, ça sert quand on a déjà mis en place les basiques, ça permet de vérifier ce qu'on a loupé. Je pense, exactement. C'est pour le haut de la pyramide. Bon, allez, pour en présenter un peu plus cette vision du système de management hybride, je vais vous présenter la vision qu'a déclinée Tenaci dans cette plateforme. Vous l'avez compris, aujourd'hui, Tenaci, on est éditeur d'une plateforme de pilotage de la cybersécurité. Je vais reprendre les éléments que je vous ai présentés. Je vais vous expliquer ici brièvement comment on l'a implémenté d'un point de vue produit. La première chose qu'on va vous permettre de faire dans Tenaci, c'est de modéliser votre organisation. On a parlé de conformité, on a parlé de risque, mais en fait, il y a une notion de périmètre qui doit être essentielle dans votre organisation. Parce que la conformité, elle s'applique peut-être pas de partout. Alors NIS 2 a un peu bouleversé ça, mais NIS 1, c'était pas le cas. ISO 27001, c'est pas le cas. Ouais, je vois les notions de II 901, c'est pas la totalité de votre système d'information, c'est pas la totalité de votre organisation. Il y a des rachats, il y a des systèmes d'information réglementés, il y a tous ces éléments qu'on va pouvoir permettre de suivre dans la solution Tenaci pour derrière avoir un reporting et un pilotage au plus près de votre exigence. Cette notion d'objectif de sécurité dans Tenaci, on l'a intégrée au travers d'un catalogue. On a modélisé aujourd'hui plus de 40 référentiels de sécurité. AirCyber dans les derniers. On a finalement toutes celles qu'on a citées, hein, SOC 2, NIST, Guide d'hygiène, ISO, DORA, sont déjà intégrés dans la solution avec une modélisation. C'est pas du copier-coller, c'est que finalement, dans mon entonnoir tout à l'heure, on avait des mesures de sécurité. Bah, ces mesures de sécurité, je vous présenterai ce que ça représente. C'est l'élément pivot. Et quand vous dites bah, j'ai un antivirus, eh ben, vous allez traiter l'ensemble des référentiels qui vous demandent d'avoir un antivirus et l'ensemble des risques sur lesquels vous avez identifié que l'antivirus était l'un des moyens de protection. Donc c'est là où on va pouvoir également rationaliser ces éléments-là. En termes de définition des objectifs, j'ai évoqué le fait qu'on avait un catalogue de risques, un catalogue de référentiels. Alors, référentiel, politique, framework, vous l'avez compris, ça englobe l'ensemble des types de documents que l'on veut piloter. Vous pouvez aussi rajouter votre PSSI. Mais dans le combat et cette union que l'on veut faire de la conformité et des risques, Tenaci permet de faire votre analyse des risques. Alors, je suis très content. J'ai vu la notion passer d'analyse de risque rapide. Bon, bah, c'est aussi cette vision-là qu'on a chez Tenaci. Donc, on en reparlera. Je ne sais plus le prénom de la personne qui a évoqué ça. Avec cette modélisation, rapide ne veut pas dire bâclé, mais chez nous veut dire optimiser pour pouvoir identifier ces risques et se concentrer sur prendre le temps qu'on a gagné dessus sur le traitement et le suivi de ces risques dans le temps. Et enfin, la définition de ces objectifs, elle ne doit se faire que dans un cadre qui est collaboratif. C'est l'élément qui nous permet ici de présenter Tenaci avec une vision des périmètres et des droits, ce qui va nous permettre de ces objectifs de pouvoir les partager. Si c'est le RSSI qui tout seul définit ses objectifs et ne partage pas l'atteinte de ces objectifs, l'organisation n'avance pas. Donc c'est bien ce que l'on va pouvoir permettre de traiter dans la solution Tenaci. Si je prends ma deuxième étape, dans ce pilotage de mes objectifs croisés, il y a la notion de mesure de sécurité. Alors c'est là où nous, on a intégré un catalogue, on appelle ça des dispositifs de sécurité, c'est des mesures techniques, opérationnelles. On en a déjà défini 200 qui sont issus de cette modélisation de l'ensemble de ces référentiels. Je me rends compte que la capture d'écran est peut-être un peu petite sur la gauche, mais ce que l'on voit, c'est qu'on a au milieu cette mesure de sécurité. En jaune, vous avez toutes les exigences, les mesures de l'ensemble de mes politiques qui nécessitent cette mesure de sécurité. En rouge, vous avez les risques. Donc finalement, on peut lire cet élément dans les deux sens. On va du vert, on va vers la droite pour dire à quoi me sert cette mesure de sécurité, à quoi me sert ma protection malware. Et dans la droite vers la gauche, j'ai tel risque, comment je le traite, j'ai un ensemble de dispositifs. Sur la partie complètement à gauche, c'est la notion de gestion du cycle de vie. On veut aller plus loin que de dire qu'est-ce qu'il me faut me faire, mais
comment je le fais? On va intégrer, de la notion de maintien dans le temps, de mesure de la performance pour savoir si cette mesure de sécurité, elle est réellement, déployée et performante dans votre organisation. On a bien sûr intégré cette capacité de pouvoir rajouter vos référentiels. J'évoquais que nativement, on en a 40 dans le catalogue. Si vous intégrez votre PSSI dans Tenacy, notre système va l'analyser et va vous dire, pour être conforme à la règle 14 de votre PSSI, vous avez besoin d'un EDR et cet EDR, il correspond à la règle 17 d'ISO, par exemple. Quand vous dites on a les risques, quel est le formalisme derrière? Quelle est la méthodologie pour les formaliser? Est-ce au sens IBIO-CRM? Si oui, il me semble qu'il manque des éléments par rapport à ce que vous avez indiqué. Alors, on a un module d'analyse de risque qui est pour le coup hybride. On l'a construit avec des clients qui faisaient de l'IBIO-CRM. On n'a pas le tag IBIO-CRM. J'ai vu passer la liste des 5 ateliers. On ne va pas jusqu'à ces 5 ateliers. On permet d'identifier chez nous, on a appelé ça les valeurs métiers, les actifs supports et la menace. La menace, on a consolidé le scénario, le vecteur. Donc, on ne va pas jusqu'à la totalité des 5 ateliers, Philippe, mais prenons rendez-vous si vous voulez du détail sur ce qu'on peut proposer là-dessus. Bon, je vois que le temps avance, il va falloir que j'avance un peu dans mes détails. Une fois qu'on a identifié les mesures de sécurité que vous allez pouvoir piocher dans ce catalogue, on les a déjà définies et déjà modélisées par rapport à l'ensemble de vos objectifs. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est les déployer et le maintenir avec ici des fonctionnalités finalement de suivi des plans d'action avec des workflows qui vont vous permettre de pouvoir gérer l'animation, la traçabilité, le reporting. Mais ce qui va être important, c'est que ces objets-là, bah, c'est là où je vais pouvoir les faire remonter sur mes objectifs de sécurité. La cohérence, elle va être conservée. Dans le cadre de votre analyse de risque que l'on a implémentée, que vous avez fait dans Tenacy, vous avez identifié le fait que sur un périmètre, vous aviez besoin d'avoir un SOC. Vous pilotez votre projet SOC dans Tenacy, ce qui vous permet de gérer la traçabilité, la gestion des charges, etc., etc. Quand cette action sera finie, et ben, automatiquement, vous viendrez marquer les points de conformité, marquer les points de risque parce que vous aviez identifié qu'il fallait le faire, vous l'avez piloté et on vous aide à mieux le faire. Et derrière, vous pouvez en observer directement les, les bénéfices. Les éléments que je propose ici en les premiers éléments, nous, on a un catalogue de contrôle, donc d'actions qui vous sont proposées. On a plus de 140 actions qui sont déjà définies. Euh, Vous êtes conforme, je vais essayer de prendre un exemple assez cohérent. Vous voulez suivre le guide d'hygiène de l'ANSSI, c'est l'objectif que vous êtes fixé. Nous, on vous préconise d'avoir un programme de sensibilisation spécifique pour les VIP, parce que c'est un des éléments qui est important pour atteindre ces objectifs. Et dans le cadre de cette sensibilisation, on vous propose d'animer un comité tous les 6 mois dont voici une description, ce qui vous permettra aussi de construire automatiquement votre plan de contrôle et de plan de maintien en sécurité sur la base de ces éléments. Ça reste un catalogue, vous pouvez le compléter si nécessaire. Une fois qu'on a déployé et maintenu, bah, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à piloter et reporter parce que c'est finalement ces actions du quotidien que vous allez pouvoir traiter, suivre dans la solution Tenacy. Je vous ai mis des exemples ici du tableau de bord. Vous pouvez reporter sur vos niveaux de risque, sur vos niveaux de conformité au travers de ces exemples-là que je vous propose. Ce qu'il faut voir, c'est que ce reporting, il est automatique. Ce n'est pas vous qui allez réactualiser votre analyse de risque comme on pouvait le voir et dire bah, j'étais dans le rouge, maintenant je suis dans le orange. C'est en fonction de l'avancée de vos actions, en fonction de la réalisation de vos ateliers de sensibilisation et puis en fonction aussi de vos KPI, parce que Tenacy va s'interconnecter avec vos solutions de sécurité opérationnelle. On va aller chercher cette information et on va pouvoir la projeter soit sur les risques, soit sur la conformité, soit les deux. Parce que finalement, bah, quand on vient constater que votre EDR, où vous avez corrigé toutes les vulnérabilités, bah, vous allez marquer des points sur les deux axes. Je vois que j'ai une question. Une mesure mise en place où justement passer non conforme va directement alimenter l'air Tenacy et un rapport de l'état des risques. Bah, finalement, nous, le risque, pour répondre à votre question, Maxime, on va considérer que par rapport à un risque, vous avez un ensemble de mesures à déployer. On le représente sous forme de flèche, basiquement. Quand la mesure n'est pas déployée, bah, votre risque restera à un niveau qui est d'autant plus important que l'était la mesure. Donc oui, j'évoque le fait que l'avancement d'une mesure va impacter votre niveau de risque et du coup, le non-avancement va vous faire une stagnation de votre niveau de couverture de ce risque.
je regarde les différents éléments que j'ai. Donc, j'ai parlé des tableaux de bord. On a du reporting qui est automatique. Une fois qu'on a défini qu'on voulait une courbe rouge, bah, la valeur, c'est la solution qui va le calculer. Un reporting cohérent, c'est cette factualisation. Vous savez pourquoi vous êtes dans le rouge et vous allez pouvoir dérouler la pelote, identifier quel indicateur est derrière, quelle action est derrière, pourquoi elle n'a pas avancé. Parce qu'en plus, on va pouvoir rajouter une couche de collaboration, de centralisation, de journalisation de vos actions et donc bah, finalement un pilotage plus efficace. L'objectif étant d'atteindre ces objectifs. Si on fait tout ça, c'est pour s'assurer que les objectifs qu'on a identifiés, on les atteint et on veut bien sûr aussi faciliter ces éléments-là. Alors Tenacy, c'est pas que ça. Je laisse la main à Valérie pour présenter l'ensemble des autres cas d'usage que l'on pourrait adresser. Tenacy, ce n'est pas que ça, en effet, Baptiste, même si tu as déjà présenté beaucoup de choses. Là, on a vu à travers ta présentation comment on traite la conformité et les risques en s'appuyant sur notre modèle de données qui permet aussi de faire de l'analyse de risque plus vite et de traiter des exigences de conformité et des risques dans les mêmes mesures de sécurité. Donc ça, c'est vraiment nos 3 cas d'usage principaux. Appliquer des fondamentaux cyber dans mon organisation pour maintenir un niveau minimal sur l'ensemble des entités de mon organisation. Accélérer et maintenir la conformité, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'atteindre une conformité, mais le jeu, c'est beaucoup de la maintenir aujourd'hui et de savoir prouver son niveau de sécurité. Et puis protéger son organisation contre les risques cyber. On est revenu un petit peu sur comment est-ce qu'on faisait ça aujourd'hui dans Tenacy. D'autres cas d'usage qu'on a identifiés aujourd'hui, c'est la maîtrise des risques fournisseurs, apprendre de ces incidents, donc les consigner, savoir comment est-ce qu'on peut mieux les traiter et toute l'analyse des incidents pour capitaliser sur ce qui s'est passé. Et puis, non des moindres, démontrer les résultats de mon programme cyber. On sait qu'aujourd'hui, l'évangélisation et puis le démontrer les impacts, notamment au top management, ça c'est un vrai point de votre rôle de RSSI dans vos organisations. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ces différents cas d'usage, Baptiste vient d'envoyer le lien pour prendre un rendez-vous pour une démo plus approfondie de Tenacy. Je reviens rapidement aussi sur quelques actualités Tenacy, si vous voulez toujours en savoir plus et que nous on apprenne aussi plus à vos côtés sur vos environnements, vos challenges aujourd'hui. Le 14 mai pour ceux qui sont nos clients, nous avons une masterclass sur piloter ses audits internes et externes dans Tenacy. Donc c'est un événement qui est réservé à nos clients aujourd'hui pour des webinaires de 30 minutes pour apprendre les meilleures pratiques sur l'usage de notre plateforme. Du 21 au 23 mai, on sera à Santexpo, donc c'est un salon pour la santé et le médico-social, c'est à Paris, porte de Versailles. Le 28 mai, nous avons le prochain webinaire qui est sur le coût de la cybersécurité, donc le coût des attaques, le coût de pas faire, voilà. On vous en dira plus très prochainement et vous recevrez des invitations. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn pour rester au courant de ces différents événements à venir. 29 et 30 mai, on sera au Cyber Show à Paris. Donc, c'est un grand événement cybersécurité à Paris. C'est dans l'espace Champéret. Et le 4 juin, nous serons au 33e congrès du Coter sur le thème IA redéfinition l'avenir et ça se passera à La Rochelle. Parfait, merci. Je regarde, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on a des questions que nous n'aurions pas traitées? Je reviens sur les questions de Philippe, peut-être sur l'analyse de risque. Les TTP sont clairement mentionnés. On ne va pas jusqu'à ces éléments. On permet d'adresser, si je ne dis pas de bêtises, le TTP, c'est bien la notion des tiers. On permet d'adresser parmi nos use cases dans la solution aujourd'hui avec des fonctionnalités dédiées. Est-ce que tu as vu passer d'autres questions? Alors non, pas dans le chat pour le moment, mais j'avais une question pour toi, Baptiste. Ah. Alors,
je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui dans le public et même nous pour dire qu'il y a une vraie hausse de la pression réglementaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cette hausse de la pression réglementaire? Comment est-ce que tu vois le futur de la conformité dans ce contexte? Alors, la hausse de la conformité, je pense qu'elle est réelle. On l'a perçu, j'évoquais tout à l'heure que RGPD était vu à un moment donné comme une des premières réglementations cyber. On s'en est peut-être pas rendu compte à ce moment-là que c'était qu'une toute petite partie quand on a vu ce qui y arrivait, depuis, la LPM, NIS 1, NIS 2. Aujourd'hui, on nous parle du, Cyber Resilience Act, par exemple, qui va concerner l'ensemble des organisations, qu'elles soient européennes ou pas, qui fournissent des services et des produits numériques et digitaux en Europe. Donc, ça représente encore plus large que Nice. On voit que les secteurs s'organisent aussi. DORA, qui viendrait, je le reprécise, qui vient complémenter et remplacer Nice 2 avec des exigences qui sont plus fortes pour le domaine de la finance. Il y a d'autres secteurs qui s'organisent et qui vont pouvoir compléter ça. Donc je pense qu'à la fois, elle n'est pas prête de s'arrêter et que le sujet, c'est qu'elle va s'additionner et que c'est pas parce qu'on est certifié ISO que Nice, on ne peut pas s'en occuper. Donc il faut pouvoir faire de la multiconformité. En fait, c'est les conformités qu'on doit adresser dans notre système de management. Et après, j'ai un avis qui est, j'allais dire peut-être plus personnel, parce qu'il est soumis aussi peut-être à plus de débats, qui est le fait que ces réglementations, elles vont dans le bon sens avec des mesures qui sont aujourd'hui adaptées, je trouve, à la cible à la cible à qui elles s'adressent en termes de niveau de maturité. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de la précision et la clarté autour de Dora, pardon. Je suis d'accord, mais je trouve que concernant Nice 2, ce soit en Belgique qui a approuvé le projet de transposition la semaine dernière ou en France, on s'oriente vers des éléments qui paraissent assez pertinents. Je vois d'autres questions. Euh, Nous voudrions avoir une démo. Il semble que le lien donné ne marche pas. Ah! Aïe, aïe, aïe. Heu, David, petit problème. Si vous allez directement sur le site tenaci.io, .io et je vais vous avez le bouton directement, «Demander une démonstration». Mais David, je vais prendre en compte le sujet. On cherchera à vous recontacter. Merci l'équipe marketing qui partage le lien en direct. Valérie, tu me challenges sur la partie conformité, je te challenge sur la partie risque. Du coup, tu évoquais le fait que le risque permettait de communiquer. Quels sont les éléments qui sont communicables peut-être plus en interne? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi sur la finesse de modélisation du risque. Quels sont les éléments qui sont nécessaires ou suffisants pour communiquer en interne autour de la notion de risque? Bah, oui, 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 c'est vrai que je pense que tu compléteras, hein, mais il faut savoir réexpliquer justement d'où viennent ces risques pour pouvoir les justifier et pour pouvoir justifier les contre-mesures. Donc c'est pas seulement arriver en disant bah voilà on a identifié tel risque, mais il faut savoir réexpliquer toute la démarche d'identification du risque. Quels impacts est-ce que ça pourrait avoir, quels actifs sont concernés pour vraiment expliquer ça en interne. Sinon, je pense que l'acceptabilité va être bien moindre. Donc finalement, dans le risque, analyser le risque, ça peut paraître déjà compliqué, le quantifier, mais il y a tous ces sujets de communication qui sont au moins aussi importants. Mmh. Moi, je vais finir par marquer plus de points, attention. Bon, allez, je vois que le temps file. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions. Valérie, merci d'avoir partagé avec moi ton expertise sur cette notion et sur cette importance de pouvoir piloter les risques. Euh, N'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de Tenaci pour en savoir plus, à prendre rendez-vous si vous voulez échanger avec nous sur tous ces éléments. Merci de vos nombreux retours. Je vois que je suis très content de voir que le sujet fait parler. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire de Tenaci ou sur l'un de nos événements. Merci Baptiste, merci à vous tous pour votre participation. Au revoir.